Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire sur les 7 conseils pour ne pas rater le lancement de votre produit ou de votre solution. Je suis Annalisa Ghebioni, chargée de communication chez Hauts-de-France Innovation Développement et je suis ici avec Germain Chidaro du groupe Interaction. Bonjour Germain, merci Bonjour, d'être avec nous. merci. Euh, Avant de vous laisser avec Germain, j'ai fait un petit tour du site. Du coup, en bas à droite, vous avez le chat où vous pouvez interagir entre vous et aussi avec Germain. Et après, sur la gauche, l'onglet questions où vous pouvez poser vos questions. Ce sera plus pratique pour nous pour centraliser toutes les questions et ce sera plus facile pour Germain pour y répondre. Et du coup, c'est tout. Merci d'être avec nous et je vous laisse avec Germain. Bon webinaire. Merci, bonjour à tous et heureux d'être parmi vous. Alors aujourd'hui, bien sûr, l'objectif, c'est de vous donner quelques astuces pour laisser vos concurrents sur place, au lancement de votre produit, de votre solution, de votre concept, en fonction, de votre avancement finalement dans votre produit et dans votre phase de mise sur le marché. Moi, mon objectif, c'est vraiment de vous donner les clés, assez simples et accessibles à tous, pas forcément non plus, très chères à mettre en œuvre. Et voilà, et à la fin, on pourra bien sûr échanger. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Voilà, donc ça, c'est mon objectif à moi. Et par contre, j'aurais bien aimé, avoir le vôtre, ici dans le chat, savoir pourquoi vous êtes ici, quelle est votre phase en fait aujourd'hui de mise sur le marché de votre produit. Donc, n'hésitez pas à mettre sur le chat, vos petits retours. Comme ça me permet aussi de faire évoluer le support et de bien m'adapter, aux besoins de tous. Bonjour à tous. Ouais, n'hésitez pas à interagir dans le chat. Merci, merci, OK. Phase de R&D, OK, c'est intéressant. Alors le programme, bien sûr, ce n'est pas une formation du tout, au contraire, je revendique ça comme un webinaire et plutôt comme un échange entre nous. L'objectif, il va se découper, enfin il y aura 7 conseils, 7 clés finalement pour, bien connaître ses concurrents, trouver son pourquoi, utiliser donc un branding redoutable, valider son idée, son concept, définir son offre de lancement, comment organiser sa stratégie marketing pour la mise sur le marché et surtout pour se différencier de ses concurrents. Et le conseil numéro 7, c'est comment s'outiller et communiquer auprès de nos futurs clients, voilà, via les réseaux, et cetera, et cetera. Aujourd'hui, qui suis-je? Donc j'ai déjà créé 2 entreprises dans le conseil, que j'ai clôturées, malheureusement. Mais voilà, c'était une phase d'apprentissage et maintenant je me lance dans un outil, SaaS. Donc je ne sais pas si ça parle à tout le monde, le SaaS, puisque vous n'êtes pas forcément tous dans la tech. C'est un logiciel finalement, qui va être sous forme d'abonnement et qu'on hébergera pour le compte de nos clients dans le domaine des appels d'offres. Je pourrais vous en parler tout au long du webinaire. Et aujourd'hui également, je suis, salarié et consultant en digitalisation au sein du groupe Interaction. Nous sommes basés à Reims. Et mon rôle, aujourd'hui, c'est d'accompagner nos clients autant sur la stratégie, marketing de communication, mais autant sur la phase de développement, informatique, la phase de déploiement, d'ERP, donc de système de gestion, du système d'information, en fait, en entreprise. Voilà, donc on a différentes typologies de clients, que l'on accompagne. Petite question pour vous également, c'est, dans quel univers évoluez-vous? Est-ce que vous êtes plutôt dans l'éducation, dans l'énergie, dans la construction, dans la supply chain, dans l'alimentaire, dans la tech? Puisque, on renferme toujours ce ce spectre-là du marketing, aux yeux de la tech, mais bien sûr, il y a d'autres univers qui profitent, également de ces stratégies marketing. Cosmétique, c'est intéressant, OK. Santé, textile, industrie, OK. OK, c'est bien un peu de tout. Alimentaire, donc je vois 2 alimentaires, santé. OK, quand vous dites santé, par exemple, c'est santé, c'est, un laboratoire de recherche, c'est, une solution, une solution plutôt tech? Et pareil pour l'alimentaire, quand vous dites alimentaire, est-ce que vous allez être, le concurrent de Feed, demain ou?
ou est-ce que c'est, une autre innovation? Ouais, n'hésitez pas à répondre, bien sûr, je vois que vous êtes en train de taper. Alors ici, le conseil numéro un, c'est, comment, en fait, connaître ses concurrents et le marché visé. C'est, très important de connaître ses concurrents et à la fois de ne pas perdre énormément de temps, pour les connaître. Donc c'est un peu, ça va un peu dans les 2 sens, à contre-courant, mais bien sûr, il faut analyser ce marché-là. Il y a plusieurs façons, bien sûr, de laisser ses concurrents au tapis, au lancement de son produit. Là, je vais prendre, par exemple, LVMH. On sait très bien qu'LVMH, sa stratégie d'acquisition, bah, c'est d'aller finalement racheter des marques pour les loger sous l'enseigne LVMH et ensuite créer des synergies entre elles. Voilà, il y a plein, plein, plein de cas. Aujourd'hui, LVMH, c'est plus de 70 marques et ils ont racheté beaucoup de marques et de marques très, très anciennes avec déjà une forte, affluence et donc, leur objectif, eux, c'est vraiment de créer ces synergies-là et de faire grandir le groupe. Vous, c'est pas forcément ça et bien sûr, nous, on va plutôt s'intéresser au lancement de cette nouvelle marque. Donc comment on peut faire pour lancer une nouvelle marque? Sur quoi s'appuyer? Quel nom lui donner? Et surtout, comment connaître ses concurrents? Il existe plusieurs façons de le faire. Aujourd'hui, je vous ai mis un exemple avec SEMrush. C'est un outil qui est disponible, gratuitement. En tout cas, il y a une version, d'essai qui est assez intéressante et puis bien sûr après elle est payante. Mais vous pouvez déjà aller assez loin avec SEMrush pour découvrir, bah, quels vont être les mots-clés intéressants pour votre cible. Quels sont les concurrents déjà assis sur le marché en France, aux États-Unis, en fonction de votre zone géographique, de chalandise, on va dire. Et puis également, quels sont les besoins de vos clients? Puisque un besoin client aujourd'hui, il est exprimé en fait sous forme de recherche Google. Par exemple, si je prends l'exemple de l'alimentaire, comment je vais savoir que tel pays est intéressé par telle barre? Eh ben, je vais commencer à regarder si les mots-clés barre énergétique, par exemple énergisante, est recherché beaucoup ou pas dans ce pays. Voilà. Et par quelle tranche d'âge. Enfin bref, je peux vraiment faire des recherches assez avancées là-dessus. Donc ça, c'est pour voir s'il y a des concurrents et connaître un peu le marché. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir partir sur un mapping concurrentiel. Je vous ai également remis SEMrush. Tout ça, ce sont des liens cliquables que vous pourrez aller découvrir, bien sûr, en off après ce webinaire. Mais bien sûr, ici, c'est de comprendre les forces, les faiblesses et la stratégie de marketing et les tactiques utilisées par vos concurrents pour attirer les clients. Je prends un exemple tout simple. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup d'outils de gestion de projet. Il y a Monday, Asana, Trello. Il y en a des tonnes sur le marché. Alors pourquoi un Monday est beaucoup plus fort aujourd'hui qu'un Trello et pourquoi un Asana attire des gens de chez Monday, donc qui quittent Monday, qui est un super outil, pour aller chez eux et vice-versa? Pourquoi les gens sont attirés plutôt par une stratégie que par une autre alors que les outils finalement font quasiment la même chose? Voilà, donc on va voir un petit peu cela. Et puis, donc ici également, c'est de trouver les bons mots-clés pour aller trouver les bonnes personnes. Il ne sert à rien d'aller sur un marché trop vite, n'importe comment. L'objectif ici, avec les outils que nous propose Google, par exemple, c'est d'aller chercher les bons mots-clés. Encore une fois, sur la bonne typologie de clients, la bonne segmentation finalement de clients. D'accord? Ces mots-clés ici, ça va vous donner en fait du grain à moudre derrière pour aller créer un blog, créer votre site web, avoir un bon référencement sur les sites, avoir un e-commerce qui vous permette d'aller concurrencer un petit peu des Nike ou autres sur par exemple des baskets. Voilà, donc c'est vraiment intéressant et important d'aller connaître les mots-clés recherchés par les internautes. Bien sûr, on va pas passer tout notre temps et 6 mois dans l'année à nous comparer à nos concurrents. D'ailleurs, le terme de comparaison n'est pas forcément adapté. On va plutôt aller voir ce que les concurrents offrent pour se distinguer d'eux. On peut aller voir, par exemple, leur grille de tarification. Sur des logiciels, c'est super simple. Il y a toujours le petit menu du haut qui s'appelle pricing ou prix et on peut aller très rapidement voir, ce qui nous distingue du pricing de notre concurrent. Ça, c'est très simple. Après, sur de l'alimentaire, de la cosmétique, c'est un peu plus compliqué puisque, j'imagine qu'il y a, d'une part des brevets, des choses qui sont assez confidentielles, donc les concurrents ne montrent pas tout, mais c'est à vous d'aller rechercher les informations le plus loin possible. Je prends l'exemple, aujourd'hui, il y a un outil qui est génial qui s'appelle Papers, Pappers, qui est en fait un peu le remplaçant de société.com et qui vous permet d'aller voir
vraiment en profondeur, dans les méandres des informations des entreprises, bien plus loin qu'un cabis ou autre, les parts de tel et tel dirigeant, un dirigeant, quelle société, il détient, quelle part dans ces sociétés il détient. Et avec ça, vraiment, on peut voir si, il n'y a pas non plus une personne qui voudrait entrer en votre capital, qui aurait des parts chez l'un de vos concurrents, et cetera, et cetera. Donc n'hésitez pas à vraiment, éplucher le web avec ces outils-là. Donc c'est Papers. C'est vraiment super simple. Alors tous les outils que je vous donne aujourd'hui, j'ai pas j'ai des comptes chez eux, mais j'ai pas d'action chez eux. Donc, allez-y, c'est des outils, gratuits, et bien sûr, si vous voulez aller plus loin, ils peuvent être payants, mais tout ce que je vous donne aujourd'hui, c'est du gratuit. Voilà, donc aujourd'hui, on a déjà un petit peu analysé le marché, on connaît nos concurrents, on sait qui ils sont, on sait quelle cible ils visent également. C'est très important de savoir quelle cible visent nos concurrents, puisque on pourrait déjà essayer de se démarquer par rapport à la cible visée. Voilà, par exemple. Et puis ici également, ça va être de proposer quelque chose d'unique finalement. Puisque pourquoi un client de votre concurrent viendrait chez vous alors qu'il est déjà très bien, très confortablement installé dans les canapés de vos concurrents, par exemple. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de savoir ce qui pourrait vous distinguer et de montrer ce qui vous distingue de vos concurrents. Par exemple, et là c'est très important, c'est, de savoir bien pitcher son projet. Moi, le premier investisseur que j'avais rencontré pour mon projet de SaaS, il m'a dit: «Mais Germain», donc c'est un investisseur qui a investi déjà plusieurs, dizaines de millions dans des startups, donc c'est quelqu'un qui connaît l'écosystème, startup et il me dit: «Mais Germain, ce que tu me proposes là, ça existe déjà en fait. Ton idée, elle est pas nouvelle». Je lui dis: «Oui, mais moi je compte le prendre un peu différemment, via un autre biais et cetera et cetera». Et il me dit: «Non, mais en fait, je comprends pas ta différenciation». Donc là, grosse claque, et finalement, bah, je me suis aperçu que déjà, d'une part, je pitchais mal, que notre valeur, notre différenciation et notre proposition de valeur n'était pas assez unique et ouais, ne se distinguait pas suffisamment de la concurrence pour faire en fait de nous, des leaders sur le marché. Donc ça, c'est très bien de se prendre des claques parce que derrière, ça nous permet de nous remettre dans le droit chemin et d'aller toujours essayer d'itérer et d'aller parler en fait au public, à des personnes qui sont soit des investisseurs en effet, soit nos futures cibles pour qu'elles vous remettent en question et qu'elles vous disent: «Non mais je comprends pas trop, ton outil, à quoi il sert, il y a par exemple, il y a un tel qui fait déjà ça, en quoi tu es différent de lui?» Ça, c'est important d'aller vraiment sur le marché pour connaître vos différenciations. Voilà. Et puis bien sûr, pour se démarquer, eh bien, notre proposition de valeur, il va falloir qu'elle soit innovante. Quels avantages on va proposer, on va donner, à nos clients, à nos futurs clients, par rapport à nos concurrents? Par exemple, je reprends l'exemple du prix, ça pourrait être un concurrent qui n'a pas d'offre freemium, sur son logiciel, par exemple. Eh bien, nous, ce qu'on va faire, c'est on va offrir une offre freemium, à nos futurs utilisateurs avec bien sûr un accès restreint à X projets, telle et telle fonctionnalité. Ça, c'est faisable. Et là, ça nous permet d'acquérir des cibles, enfin des clients actuels de nos concurrents qui viendraient tester notre outil. Ils seraient toujours chez nos concurrents, ils viendraient tester notre outil. Et puis, ils pourraient se dire: «Ah, mais finalement, il me plaît bien cet outil-là, donc je vais partir de chez le concurrent, rester en free ici. Et puis derrière, à nous de faire enfin, de travailler finalement ces clients-là pour les faire upgrader et les faire monter avec, bien sûr, des solutions payantes par la suite. Donc c'est comme ça qu'on peut, acquérir de nouveaux clients et piquer finalement des clients, aux concurrents. Alors 2 exemples très simples, je vous ai déjà cité Feed et l'autre c'est Respire. Le Feed donc c'est Anthony Bourbon qui l'a créé. Je vous parle de ça puisque bien sûr c'est quelqu'un qui est très connu, très médiatisé en ce moment, avec ses passages sur M6 et notamment Feed qui fait un carton. Mais finalement, quand on regarde ces interviews et qu'on écoute ces fondateurs-là, leur but ultime, c'est pas de vendre des bars ou de vendre des déodorants, puisque le marché est déjà très, très bien assis et il y a beaucoup de concurrents sur ces marchés-là. Par contre, eux, ce qu'ils ont souhaité, donc Justin Hutto avec Respire et Anthony Bourbon avec Fit, c'est vraiment d'imposer une marque et d'imposer un slogan, d'imposer un état d'esprit finalement. C'est pas simplement acheter nos bars, vous allez mincir, perdre du poids et être en meilleure forme, ou un déodorant et vous sentirez meilleur dessous les bras. C'est pas ça du tout. C'est vraiment eux, par exemple chez Fit, c'est un état d'esprit qui va vous permettre de mieux vous dépasser au quotidien et d'atteindre vos objectifs personnels. Rien à voir avec les feeds, avec les bars et on n'a même pas parlé
finalement dans leur punchline. On n'a même pas parlé, de la question d'alimentation et de ces fameuses barres, énergisantes. Voilà, énergisantes ou alors, faibles en calories et cetera et cetera. Pareil chez Respire. Respire, là, ce qui est intéressant également chez Fit, c'est qu'il y a 2 storytelling assez forts, 2 fondateurs avec des parcours très, très, très forts. Chez Respire, c'est, Justine qui a eu, finalement, une maladie et puis elle a «joué» entre guillemets là-dessus. Bien sûr, quand je dis jouer, c'est, elle a utilisé ce storytelling-là pour montrer que Respire proposait des déodorants très sains pour la peau, pour le corps, pour l'environnement également. Et donc, avec ces trois triptyques-là, bah, finalement, elle a fait de Respire une marque assez incontournable maintenant dans les grandes surfaces au niveau de ces soins d'hygiène du corps. Alors après, on peut remettre en question ou non leur solution, est-ce qu'elle est bien, pas bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que les deux marques que je vous montre ici, elles se sont imposées sur des marchés très concurrentiels. Et finalement, quand on regarde les deux fondateurs, à eux deux, que ce soit sur leur LinkedIn, leur Facebook, leur Instagram et leur TikTok, bah, ils cartonnent en fait. C'est des gens qui ont des énormes communautés et qui, le week-end, font également vibrer des tas d'entrepreneurs, de sportifs autour d'eux. Ouais, donc c'est assez inspirant et puis, je voyais tout à l'heure, qu'il y a des personnes qui sont dans l'alimentaire, dans la santé, dans l'éducation. C'est des sujets qui sont, très, très, intéressants et qui dépassent un petit peu, le niveau, enfin le cercle professionnel. Je prends l'exemple de l'éducation, dès qu'on a des enfants, forcément, c'est des choses intéressantes et qui nous tapent à l'oreille, qui sonnent bien. Donc, il y a des choses à faire, par exemple, auprès des parents, dans l'éducation. Enfin bref, c'est beaucoup plus simple à trouver des storytelling et des cibles que, par exemple, je vois dans l'industrie, Guillaume. Moi aussi, mes cibles sont potentiellement dans l'industrie et c'est beaucoup plus compliqué à sortir des choses un petit peu plus gaies, plus originales et plus innovantes. Je ne dis pas que ce n'est pas faisable, mais c'est plus compliqué. Voilà, donc 2 exemples quand même à prendre en compte et si vous voulez suivre les 2 fondateurs sur les réseaux, franchement, ce sont de beaux exemples. Autre chose assez intéressante et moi je l'ai vécu, c'est pour ça que je le partage ici, c'est que vous ne pouvez pas être seul à valider la vision de votre entreprise. Ce que j'entends par là, c'est, il faut aller se confronter à des personnes qui ont déjà vécu ça dans d'autres entreprises. Donc ça peut être des directeurs des opérations, des directeurs financiers, des directeurs de banque, j'en sais rien, pour la partie finance par exemple. Il faut que vous alliez, un petit peu pitcher votre business plan et vos différents supports à des personnes qui ont déjà vu passer des tas et des tas de supports comme cela. Et finalement, comment j'ai fait moi pour en arriver à avoir un pitch assez sympa et des supports assez clean? Bah, je suis allé sur LinkedIn tout simplement. J'ai ajouté énormément de personnes en France, aux États-Unis et puis, par exemple, je suis rentré en contact avec aujourd'hui une personne qui est chez Google, qui était chez NetApp, que j'aurais jamais imaginé pouvoir, interpeller en fait sur un réseau comme LinkedIn et puis finalement, quand on y va avec les bons mots au bon moment et qu'on met un peu d'empathie, et qu'on demande en fait du conseil et non pas qu'on va vendre en fait un produit, et bah, cette démarche-là, elle est très, très, très appréciée en tout cas des Américains et elle m'a donné des retours assez géniaux sur la partie marketing notamment. La semaine dernière, j'ai fait par exemple un entretien avec la directrice produit de chez Mythic, personne que je connais pas du tout, mais je lui ai simplement demandé un petit feedback sur notre outil qu'on allait sortir et qui est en bêta test. On m'a dit, ben, bien sûr, Germain, pas de souci, je suis pas du tout du milieu, mais avec plaisir pour te donner un petit feedback. Enfin bref, et du coup, elle nous a donné des super retours sur le design et tout ça. Elle m'a dit, mais moi, je ferais plutôt ça comme ci et ça comme ça. Et finalement, c'est une personne qui n'est pas du tout dans notre cible, mais vraiment pas dans notre cible d'utilisateur. Et pourtant, eh bien, on voit que c'est des personnes qui sont très éloignées et puis qui, à la fois, nous donnent des super bons retours. Parce que justement, elles ne connaissent pas le métier. Donc ça, gardez ça en tête, de ne pas forcément vous entourer que de personnes qui sont dans votre vertical métier. C'est pas forcément la meilleure chose à faire. Aujourd'hui, nous, on s'est entouré de personnes qui sont dans les achats, mais pas que dans les achats, pour justement avoir ce petit mix et ce panel de cerveau. Simplement ici pour reprendre comment, Feed et Respire se sont démarqués. Apple, on sait très bien qu'ils se sont démarqués pour le pourquoi et de penser finalement, différemment et puis un Slack, par exemple, un Slack qui est un outil de communication interne en entreprise pour remplacer les emails.
bah, eux se sont démarqués en itérant énormément et en améliorant au quotidien l'expérience des utilisateurs. Slack, c'était pas très, très beau au début, mais c'était déjà hyper innovant pour l'époque. Et là, aujourd'hui, on voit que c'est beaucoup plus simple d'envoyer un Slack que d'envoyer un mail. Voilà. Ils ont tout misé sur l'expérience utilisateur. Conseil numéro 3, et n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en chat. Conseil numéro 3, c'est utiliser un branding redoutable. Je reprends l'exemple de Feed, bien sûr, Anthony Bourbon qui parlait de son enfance, qu'il a eu une enfance difficile et tout ça. Forcément, là, on va toucher au corps d'un peu plus de l'émotion et c'est plus intéressant et plus simple pour la cible de se trouver, de se retrouver en fait dans ce personnage-là. Et donc, un storytelling d'un CEO, d'un patron de boîte, c'est toujours assez impactant et ça peut avoir un sacré boost sur la vente du produit finalement. Voilà. Et puis le branding, en fait, soit on fait un branding hyper opposé au storytelling de son fondateur, soit bien sûr les deux peuvent s'entremêler, ou alors il faut vraiment un branding super bon, comme par exemple ont pu le faire Front. Front, c'est un outil de gestion des emails. C'est une Française qui est allée, enfin c'est deux Français qui sont allés aux États-Unis et ils ont créé vraiment un design qui était hyper épuré, super beau. Et bien sûr, ils se sont fait accompagner pour faire ça. Ils n'ont pas fait ça eux-mêmes. Mais en tout cas, voilà, l'idée ici, c'est de se démarquer pour avoir vraiment une marque qui tape à l'œil. Et pour vendre, bien sûr, il faut savoir se vendre. Quand je parle de ça, c'est, je vous ai dit que moi, j'ajoutais beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde sur LinkedIn et que je n'avais rien à leur vendre. Finalement, j'allais demander du conseil plutôt que de vendre quelque chose. Et quand on est en phase d'amorçage et qu'on va sur le marché, finalement, on n'a pas, je voyais du R&D tout à l'heure, on n'a pas grand-chose à vendre, si ce n'est d'aller poser des questions. D'accord? Donc ça, c'est hyper intéressant d'aller poser des questions, demander du conseil. Les personnes se sentent finalement conseillées et un peu un rôle de papa-maman. Et on adore avoir des retours de personnes qui ont une sacrée carrière et qui ont un gros réseau. Puisque toutes les personnes, moi, de la part desquelles j'ai eu des conseils, bien sûr, c'est des personnes que j'ai dans mon réseau maintenant et avec lesquelles je discute assez fréquemment et qui ont un réseau également à m'ouvrir. Donc, penser réseau, 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 c'est très, très, très important. Voilà. Ici, je vous ai mis deux marques assez impactantes, alors qui n'ont rien à voir l'une et l'autre. Mais par exemple, au-dessus, c'est Boku. Je ne sais pas si l'un d'entre vous ou plusieurs d'entre vous connaissent ce petit bidet-là, mais en tout cas, c'est des toilettes à la japonaise finalement installées sur des toilettes et des supports européens en une fraction de minute. Et William, le fondateur ici, bah, en fait, se met en scène sur des super vidéos qu'ils ont pu faire. Franchement, allez voir, vous tapez Boku sur YouTube par exemple, vous allez voir que c'est assez intéressant. Donc ils ont joué vraiment le côté assez drôle, unique qui est sur un sujet hyper délicat. Ils en ont fait un contenu très décontracté. On voit ici installation, FAQ, enfin ouais, c'est super bien fait. Ils ont des jeux de mots au top. Même pour la Saint-Valentin, ils avaient sorti des trucs. Enfin, c'était vraiment assez sympa. Et là, avec le ton de l'humour, bah, finalement, on retient cette marque. On sait qu'ils ont un produit qui est potentiellement bien ou pas. Et finalement, vu que sur le produit, bah, ils ne sont pas les mieux placés pour en parler. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un tas d'avis clients sur leur site e-commerce. Et finalement, c'est les clients qui parlent de leurs produits. Donc ça, quand on a un e-commerce, bien sûr, la première des choses à faire, c'est de mettre en avant les avis du client, des meilleurs clients, bien sûr. S'il y a une étoile jaune sur 5, c'est pas top et ça fait un peu moins vendeur. Donc là, bien sûr, c'est à vous de travailler en fond pour que les clients soient satisfaits et que le produit soit aimé. Voilà. Ici, on a également Lush. Et Lush, je ne sais pas si, pareil, plusieurs d'entre vous connaissent, c'est du cosmétique, en fait. Moi, j'ai connu Lush à Lyon. Ils ont toujours, finalement, à La Part-Dieu, un store. Donc, ils ont une boutique qui est super belle, très colorée. En fait, même en passant à côté de chez Lush, un peu en passant à côté de chez Sephora, on sent le parfum. Et ben là, en fait, chez Lush, on sent, on voit, c'est très coloré, ça donne envie de toucher, de tester les produits. Et ils ont un service client qui est au top. Dès que vous rentrez dans une boutique Lush, il y a un conseiller qui arrive, vous prend par la main et vous dit vous avez besoin de ci ou ça. Et c'est vraiment super bien fait, l'expérience est au top.
Et puis, c'est des produits qui sont faits main. Ils ont vraiment derrière une histoire qui est assez marquante et ils montrent vraiment toutes les personnes qui travaillent chez eux et vraiment, c'est super beau. Donc là, c'est, encore une fois, là, par rapport au branding, c'est, très coloré et ils se distinguent comme ça, en fait. Voilà. Pour parler de votre marque, hein, désolé, hein, si je vais un peu vite, mais ça passe assez vite. Donc pour parler de votre marque, en fait, finalement, vous allez, pouvoir vous poser. Alors moi qui suis un geek et j'adore, l'informatique, bien sûr, mais heu, mais je n'hésite pas à avoir une petite feuille blanche, en dessous de mes mains et un stylo et de me poser vraiment calmement en dehors de l'écran pour me dire: «Mais qu'est-ce que ma marque vraiment évoque aux yeux de mes potentiels clients?» Est-ce que c'est plutôt un sentiment positif, négatif ou pas de sentiment? Quand il y a un sentiment, c'est quand même assez cool. Par exemple, l'exemple de feed avec des barres en chocolat, directement, le chocolat, on sait très bien que ça va être, du positif et que ça va nous donner envie finalement de manger et donc là, il y a un peu des choses qui se titillent, qui bougent dans nos cerveaux. Et puis, est-ce que, notre marque, finalement, on va l'associer à notre métier? Bah, là, par exemple, Boku, c'est assez parlant, par exemple. Lush, peut-être un peu moins, pour des Français, mais en tout cas, c'est assez impactant. Et puis surtout, se distingue-t-elle des concurrents? Bah, si on prend Feed, sincèrement, moi, vu de ma fenêtre aujourd'hui, c'est pas hyper enfin, se distingue pas forcément de ses concurrents, mais il y a quand même un état d'esprit derrière. Il y a le fondateur qui est là pour appuyer la marque au quotidien sur les réseaux. Et tout ça fait qu'il y a un esprit qui est assez intéressant et qu'on n'a pas forcément envie de quitter. On n'a pas forcément aujourd'hui envie d'acheter, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà la marque Feed en tête et que demain, si on se dit, ah tiens, j'aimerais bien commencer un petit régime pour faire attention et avoir des barres protéinées pour le soir ou avant d'aller faire du sport, bah, directement, forcément, je penserai à Feed. Voilà. C'est pas forcément sur l'instant que votre marque va vendre et faire vendre, en fait, c'est surtout de pouvoir ancrer en fait des choses dans la tête, comme on a pu le voir pendant des tas d'années à la télé avec des marques de lessive ou avec d'autres marques qui nous ont un peu saoulés, on peut le dire. Petite question pour vous, est-ce que vous avez déjà validé du coup votre marque? Donc si vous pouvez répondre, enfin valider votre branding, votre marque, vos logos, voilà. Est-ce que vous pourriez me dire par rapport à ça? Et d'ailleurs, n'hésitez pas si vous voulez, également me mettre des liens vers vos sites internet, vers vos pages Instagram, Facebook ou autres, ça m'intéressera, d'aller voir ça, en off après. Oui, bien vu Ludovic, on aurait pu faire un petit sondage en effet, ça aurait pu être intéressant. Je le note pour la prochaine fois. Bon, en tout cas, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont créé des choses, en tout cas, ou aux personnes, c'est en cours, mais je n'a pas bien changé par rapport à la création d'identité. OK. Alors par rapport à l'identité de marque, ce qui va être aussi important, c'est d'aller confronter cette marque-là, bah, auprès d'un public. Ça peut être, par exemple, des proches, des personnes que vous avez dans votre entourage ou alors, concrètement, d'aller sur un réseau social que vous connaissez assez bien et d'aller, commencer à tatiller un petit peu et tâtonner en disant, «Hey, au fait, salut réseau, je commence, j'aimerais développer ma marque. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ces couleurs-là, vous préférez celle-ci ou celle-là? Est-ce que ça, si je vous dis ça, vous pensez à l'univers du luxe, de la santé, de la beauté?» On peut déjà commencer à faire des petits sondages et aller interpeller la communauté, même si on n'a pas des choses qui sont complètement arrêtées. L'avantage de faire ça, c'est que d'une part, en tant que fondateur, vous allez commencer à créer un réseau, vous allez commencer à être vu, votre marque également, donc le nom, le site web, en fait, tous les supports que vous auriez pu, déjà créer, le produit par exemple, des petites maquettes d'un produit et puis une fois que vous avez ça, bah, finalement, vous pouvez aller un petit peu plus loin et commencer à vraiment parler de votre marque, une fois qu'elle sera, concrètement validée. Alors, le petit switch, il est assez simple et logique. C'est, j'ai une marque,
Donc, d'ailleurs, une marque qui m'empêche de dormir la nuit parce que souvent, quand on est fondateur d'un projet, on en pense, on en rêve la nuit et on n'a que ça en tête. Avec nos proches, on ne parle que de ça. Et bien là, ici, c'est est-ce que je parle de mon idée ou est-ce que j'en parle pas? Des fois que je me la fasse piquer également. Bien sûr, tout le temps qu'on va perdre à ne pas parler de son idée, et bien, en fait, c'est la place qu'on va laisser à nos concurrents. Donc là, ici, j'ai représenté un petit peu, un petit bateau et un énorme yacht avec, les concurrents qui, eux, naviguent tranquilles, sur une mer agitée et puis, nous, jeunes fondateurs et petites marques inconnues qui sommes là à pagayer et avoir du mal à avancer, à travers, la mer déchaînée. Donc là, la représentation, elle est assez simple à s'imaginer finalement derrière que nos concurrents sont déjà assis depuis des dizaines, voire plusieurs quinzaines d'années, par exemple, sur un marché qui est assez assis. Et puis nous, derrière, on a peur de parler de notre marque. Mais pourquoi on aurait peur finalement de se faire piquer l'idée, puisque derrière, quelqu'un l'a déjà eu des années en arrière, l'a déjà développé. Et nous, simplement, ce qu'on souhaite faire en tant que novateur et personnes qui souhaitent sortir un nouveau concept, on souhaite simplement innover dans un décombre, un dédale finalement de solutions qui ne nous plaisent pas du tout. Mais foncez, allez-y, parlez-en. C'est le moment en fait. Si vous n'en parlez pas là, vous n'en parlerez jamais. Vous aurez tout le temps peur de parler de votre marque, de votre idée, de votre concept. Donc faites-vous piquer l'idée, comme le dit Éric Larchevêque. Il dit faites-vous piquer l'idée. En fait, c'est la meilleure solution pour que l'idée sorte et qu'un projet émerge. Voilà. Donc si c'est pas vous qui sortez l'idée, bah tant pis, ce sera quelqu'un d'autre. Mais au moins l'idée sortira, puisque finalement derrière un concept comme le vôtre dans l'alimentaire ou autre, l'objectif final d'un fondateur, c'est pas de s'enrichir ou autre. Premièrement, c'est plutôt d'avoir un concept fort, une croyance forte et de l'amener sur le marché. Ensuite, qui le fait, comment ça se fait, combien de temps ça prend, bah, il y a que le marché finalement qui peut le décider, qui peut vous donner les solutions. Mais tant que vous n'allez pas sur le marché, et moi j'ai eu du mal à le comprendre également au début, je me suis dit mais non, il faut vraiment que je continue à itérer en off, et puis je ne vais pas trop en parler, on ne sait jamais si des fois quelqu'un me pique l'idée, et puis un concurrent, si je sors une fonctionnalité, il va la mettre avant moi, mais non, enfin bref. Donc on se pose trop de questions, et plus on se pose de questions, et plus moins on avance. Donc allons-y, foncez. Bien sûr, si vous avez des brevets à déposer, faites-le. On est d'accord, hein, s'il y a des choses à protéger, protégez-les avec un INPI ou autre, faites-vous accompagner là-dessus. Mais voilà, il y a moyen d'avoir des super bonnes idées sur un marché. Et justement, le fait de balancer l'idée, alors oui, c'est en effet, c'est aussi prendre le risque qu'une personne avec plus de moyens le fasse plus vite, Ludovic. Je suis d'accord et pas d'accord. Si cette personne-là le fait plus vite que vous, d'une part, elle avait peut-être déjà pensé à cette idée-là, c'est juste qu'elle ne l'avait pas fait et que ce n'était pas dans sa roadmap une priorité. Ou alors que vous lui avez suscité l'idée et peut-être que ces personnes-là vont vous suivre et vous dire ah ben tiens, mais lui, il a une super idée là, suivons-le, peut-être qu'il va redévelopper un autre truc et on le rachète ou autre. Enfin bref, ça peut vraiment faire changer toute une vie de parler et de montrer finalement qu'on a des idées et qu'elles sont bonnes. Voilà. Personne ne viendra vous dire «Eh, au fait, ton idée, elle est naze, mais je la prends quand même». Non, si quelqu'un vous la pique, c'est qu'elle est bonne, mais peut-être qu'il ne vous le dira pas dans l'instant présent. Bref, euh, ici, je vous ai mis une slide assez intéressante. Je vous inviterai à les tester. C'est Justin Welch. Il est sur LinkedIn et sur plein de réseaux. Il a une newsletter qui a plus de 95 000 personnes. Newsletter hebdomadaire, hein, je tiens à préciser. Euh, et c'est une personne qui a plus de 390 000 abonnés sur LinkedIn et il fait plus de 450 millions d'impressions par an. Entre ses newsletters et ses réseaux sociaux et ses différents produits qu'il commercialise, c'est quand même un as, ce mec. Et donc là, vous cliquerez ici, en fait, il y a un petit lien sur la phrase du dessus. Il y a un petit lien qui vous montre comment, en 27 minutes, il fait pour créer un MVP pour 25 euros, avec des outils comme des Stripe, Card pour créer des sites web, etc., etc. Alors oui, c'est très dans l'univers du web, du soloprenariat, mais allez-y, au moins pour regarder. C'est assez impressionnant. Et ça montre qu'aujourd'hui, en 2023, on est capable de sortir des choses sur un marché très encombré. Ça, je suis d'accord en fait que le marché est très encombré, mais tout à la fois, oui, en fait, le MVP, Valérie, c'est simplement en fait
je vais pas le dire en anglais, ça servira à rien, mais en fait, c'est ton produit minimum qui pourrait sortir en fait sur le marché et que tu pourrais montrer à quelqu'un tout en disant, bah voilà, c'est le concept que je veux montrer, c'est une idée de mon produit, il n'est pas du tout fini, d'accord, mais je le mets quand même sur le marché et je teste avec ce MVP. L'objectif de ce MVP-là, c'est en fait derrière que vous l'amélioriez et que vous passiez sur d'autres technologies, que vous changiez un petit peu finalement ce MVP, que vous le transformiez en produit derrière, mais avec des bases assez fortes. En fait, l'objectif de ce MVP, c'est de consolider vraiment une plateforme en béton et derrière d'aller l'améliorer au fil du temps. D'accord. Donc, cette phase de MVP, c'est utiliser le moins d'argent tout en construisant des fondamentaux et un socle vraiment très, très, très correct. Quand je dis un socle, ça peut être par exemple une communauté qui vous appuie, vraiment des personnes autour de vous. Ce n'est pas forcément un socle financier, hein. Voilà. Donc, il y a plein de choses à construire avant même que de s'enrichir et de pouvoir s'enrichir. Voilà. Merci Samuel, MVP égale prototype, c'est une bonne déclinaison. Heu, donc voilà pour Justin Welch. En fait, son instinct et pourquoi il est sur un LinkedIn, c'est pour montrer qu'on peut tous y arriver et qu'on peut finalement tous être solopreneurs. Alors on est d'accord, on n'est pas d'accord, peu importe, mais en tout cas, il prouve vraiment avec du concret que lui, il a atteint plusieurs millions de dollars par an de revenus récurrents tout en étant seul, en vendant du contenu sur les réseaux. Donc ça, c'est sur la phase primaire, on va dire. Et puis ici, c'est également sur cette phase de MVP là, on va également sonder les personnes. En sondant les personnes, on attend un retour de leur part et on doit déjà avec ce retour-là, penser à l'avenir. C'est-à-dire que là, ce que je vous propose ici, c'est un entretien, c'est un exemple d'entretien et c'est, comment moi j'organise mes entretiens avec mes premiers bêta-testeurs, d'accord? Donc les personnes qui vont tester notre premier produit qui est loin d'être finalisé, mais finalement, ils peuvent déjà le tester et nous faire des retours. Et donc, à chaque fois, bah, j'ai ce petit entretien-là, enfin, ce fil d'Ariane-là que je suis et je leur dis bah, aujourd'hui, comment vous faites votre appel d'offres. Quels défis rencontrez-vous dans le processus d'appel d'offres? Comment cela se compare-t-il à ce que vous faites? Enfin bref, j'ai vraiment toute une checklist de petites questions à poser à mes interlocuteurs et derrière, je sais où je veux les amener. D'accord. Donc, il y a deux options à la fin. C'est soit ça a résonné chez lui et du coup, bah, OK, mais quel défi rencontrez-vous qui fait que ça résonne et ça répond en fait à vos enjeux du jour? Ou alors, mince, ça n'a pas résonné, mais alors qu'est-ce qui fait que j'ai raté le coche et pourquoi vous n'achèteriez pas mon produit? En fait, voilà, il y a ces deux options à la fin, c'est du binaire, oui ou non. Et puis aussi, qu'est-ce qui vous a le plus enthousiasmé dans ce que je vous avais vu aujourd'hui? Toujours finir sur une note positive, avec un sentiment positif à la fin de vos webinaires, vos interviews avec une seule personne. Vous êtes en train de présenter votre produit, votre concept. D'accord? Voilà, donc ça c'est un support que j'utilise très, très, très régulièrement. Donc là, on a vu les 4 premiers conseils. Le cinquième, c'est définir son offre de lancement. Donc là, c'est savoir comment je vais me lancer finalement sur le marché. Il y a plusieurs façons de faire. Aujourd'hui, le webinaire qu'on fait, je vous montre certaines astuces. Bien sûr, il y a encore d'autres façons de faire et d'autres personnes qui utilisent d'autres manières de faire. Mais, heu, mais avec ce que je vous montre aujourd'hui, vous avez déjà pas mal d'éléments, en plus des questions-réponses qu'on pourra se poser bien sûr après, pour aller sur le marché. Là, c'est la méthode plutôt Reforge, on va dire, et ça vient de la newsletter de Caroline Mignot. Alors, tout ce que je vous montre ici, ce n'est pas des choses que j'ai inventées moi-même. Bien sûr, c'est en me cultivant, en regardant des vidéos, en écoutant des personnes sur des podcasts, en lisant des tonnes et des tonnes de newsletters, par exemple, que j'ai tout ce contenu-là. Et ce que je vous invite à faire, c'est de vous abonner à ces personnes-là que je vous montre, Justin Welch, Caroline Mignot, Anthony Bourbon et toutes ces personnes-là pour vraiment aller piocher dans leur contenu et en tirer le meilleur. Et donc, Caroline, ce qu'elle nous présente ici avec la méthode Reforge, c'est pas sa méthode, mais elle l'a bien réinterprétée, c'est finalement comment je peux déterminer une fourchette de prix par rapport à mon public cible. Et bien là, on va se poser les 4 questions suivantes, c'est à quel prix ce produit ou ce service vous paraîtrait-il trop cher pour l'acheter? À quel prix il vous paraîtrait
cher, mais vous seriez quand même susceptible de l'acheter? À quel prix il serait trop bon marché et du coup, dans ce cas-là, la personne douterait de sa qualité? Et enfin, à quel prix vous paraîtrez ce prix, ce service vous paraîtrait être une bonne affaire? Voilà, bien parce que bien sûr, il faut que la personne ait le sentiment d'une bonne affaire, en tout cas d'un rapport qualité-prix assez stable et assez cohérent. Voilà, donc ça, c'est les 4 questions très pertinentes. Une fois que vous avez posé ces questions-là, finalement, je vous ai mis le lien également pour faire, que vous fassiez vous-même le test, hein. Ici, c'est finalement, on va arriver à un prix, qui va être un prix assez, médian et ce prix-là, on va toujours pouvoir aller le comparer avec nos concurrents. Par exemple, ici, je ne sais pas, je veux sortir un logiciel et toutes les questions que j'ai posées, ça m'amène à 40 € par mois par utilisateur alors que mes concurrents sont à 19 €. Je vais quand même me poser des questions par rapport aux fonctionnalités et à ce que j'apporte de plus par rapport à mes concurrents. Si on est sur la même longueur d'onde et qu'on a les mêmes fonctionnalités, je vais plutôt abaisser mon prix, voire même faire une offre freemium ou un essai gratuit pendant 7 jours. Enfin bref, à moi de concocter un truc intéressant. Mais voilà, il faut toujours, bien sûr, comparer ce pricing-là avec le marché. C'est obligatoire. C'est vraiment obligatoire puisque aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est tous des consommateurs avant d'être des vendeurs de concepts ou de produits et on va tous comparer les prix. Voilà, que ce soit sur des logiciels, sur de l'alimentaire, sur un industriel, par exemple, il y a des acheteurs qui comparent les prix au quotidien. Donc voilà, il faut vraiment être en fait, finalement, dans la moyenne du marché ou alors si vous voulez être plus cher, OK, pas de souci, comme peuvent l'être les marques dans le luxe. Il faut vraiment montrer sa différence. C'est du fait main, c'est des produits, de très haute qualité et cetera et cetera. Alors ici, c'est un objectif de chiffre d'affaires, j'ai mis, CA avec plein de A. C'est, par exemple, un cas concret d'un entrepreneur qui lancerait sa marque de basket. Donc il y a 5 étapes finalement. Il identifie ce que les clients apprécient, il évalue, la volonté donc de ses clients à payer. Ensuite, il propose différentes options. Par exemple, il pourrait créer des gammes de prix selon plusieurs caractéristiques. Par exemple, un modèle de base très abordable en termes de prix, un modèle premium avec des matériaux plus luxueux ou alors des fonctionnalités supplémentaires. Ce qui fait que là, la personne va plutôt se retrouver, dans une ou l'autre des options. Ah oui, mince, pardon, Valérie, je n'avais pas vu ta question. Mais Stripe, en effet, c'est une solution de paiement, qui est assez facilement, connectable, on va dire, avec, des outils comme WooCommerce, comme Webflow, enfin bref, des outils, finalement des e-commerce, aujourd'hui. Ou alors, c'est très apprécié par les développeurs pour faire la connexion d'un outil, d'un logiciel SaaS. Par exemple, aujourd'hui, nous, on veut vendre nos licences à X euros par mois. On n'a pas ça enfin, nos développeurs n'ont pas ça. Forcément, ils vont pas tout redévelopper la solution de paiement. Donc, on va se connecter à Stripe. Dans Stripe, on va mettre le catalogue de produits et Stripe va nous permettre d'avoir une page de paiement où la personne va renseigner sa carte bleue, etc., etc. Et cetera. Et une fois que la personne a payé, alors là, elle peut accéder à notre produit. Donc, Stripe, c'est vraiment l'intermédiaire de paiement, d'une part, qui est très sécurisé, très simple à plugger avec des outils du quotidien. Voilà. Et par contre, attention, Stripe, on croirait que ça ne coûte pas cher. Par contre, ils ont des frais quand même récurrents, sur, tous les transferts finalement d'argent. Donc, à bien comparer avec les autres solutions, du marché qui peuvent aussi avoir, des solutions intéressantes en termes de frais. Mais bon, Stripe, ça reste le must. Donc pardon, je reprends juste, le fil. Donc le 1, 2, 3, on propose des options différentes. Ensuite, le 4, on calcule les coûts et les revenus. Forcément, on va calculer combien un produit coûte à produire, bien sûr, et on va le comparer avec des revenus potentiels. Si on est dans le négatif, c'est pas bon et on peut déjà, avant même de sortir la marque, on peut déjà la fermer. Donc ça, c'est très intéressant sur cette phase 4. Et puis, la 5, c'est ajuster. Heu Tout ce que je vous montre ici, vous ne pourrez pas vous dire, et je pense que vous en êtes conscient tout de même, mais je préfère faire un petit rappel. On ne peut pas aujourd'hui définir que le 11 avril, on a une marque qui est au top et c'est bon, on a testé le produit, il va sur le marché et puis ça va durer 10 ans comme ça. On va jamais réajuster la stratégie, on va jamais changer de produit. Ça sera toujours la même matière, le même prix, le même mode de paiement, le même mode d'acheminement. Enfin bref, c'est impossible. Donc là, vous allez être finalement obligé à chaque fois d'aller itérer, retester des nouvelles choses,
changer un petit peu le produit, le concept, améliorer votre histoire derrière le concept là pour faire vendre et toujours ajuster finalement cette marque-là au marché. Le marché évolue, la cible évolue, les acheteurs évoluent. Quand on regarde les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes beaucoup plus jeunes qui ont la quinzaine et qui sont sur les réseaux, ils veulent acheter vite, ils veulent des comparatifs rapides, ils veulent d'ailleurs voir le produit avant même de l'acheter, ou alors ils veulent même se le faire livrer et pouvoir le renvoyer. Enfin bref, maintenant, il y a des usages de consommation qui sont complètement différents. Donc, bien sûr, il faut s'adapter à ces usages-là. Voilà. Et puis, donc, bien sûr, l'objectif, c'est de suivre un plan et de l'ajuster si nécessaire. Ce plan-là, c'est tout ce qu'on vient de voir auparavant. Et donc, le conseil numéro 6, c'est comment donc organiser ma stratégie marketing et surtout comment marketer mon offre et me démarquer. Il y a finalement deux notions à bien retenir. Il y a la partie plan marketing et stratégie de commercialisation. Le plan marketing, ce que font très bien les Américains, vous pouvez aller voir des tonnes et des tonnes d'exemples sur un LinkedIn, par exemple, de produits qui sont finalement pas forcément plus sexy dans le design ou autre, mais ils ont un marketing de dingue qui fait que ça vend beaucoup plus que des produits, par exemple, européens. Je reprends l'exemple sur les outils de gestion de projet. Les Américains sont très forts pour mettre en avant des vidéos avec des personnes qui perdent un temps de dingue dans leur bureau au quotidien avec envoi d'email, ouverture d'un fichier Excel ou autre. Et finalement, ils mettent ça en scène. Et ces vidéos-là, bah, finalement, on se retrouve dedans en tant que futur utilisateur et cible de ces personnes. Donc le marketing, c'est vraiment pour faire connaître et fidéliser, alors qu'à l'inverse, la commercialisation, c'est plutôt pour vendre. Voilà, là, on sait qu'on va vendre notre produit et le marketing, c'est comment on peut faire pour aller fidéliser des personnes. Bah là, par exemple, Sephora, ils reposent tout sur leur programme de fidélité de la marque finalement Sephora. Voilà. Donc, c'est assez intéressant et important de connaître ces différenciations-là. Autre support qui est hyper intéressant aujourd'hui en tout cas et qui est intéressant et important pour vous faire connaître, heu, non pas n'importe comment sur les réseaux, mais bien par rapport à votre expertise. Peu importe aujourd'hui que vous soyez dans l'alimentaire, dans l'industrie, dans le textile ou autre, vous avez besoin de gagner en notoriété, vous avez besoin de montrer que vous êtes des experts dans le domaine. Et ça, finalement, le blog, bah, c'est une arme redoutable pour montrer que vous êtes les meilleurs, puisque vous allez soit pouvoir vous-même écrire des articles de blog, soit faire appel à des personnes de l'extérieur pour qu'elles-mêmes écrivent à votre place. D'accord? Ou alors vous embauchez des personnes qui écrivent pour vous. Il y a des spécialistes qui sont bah, finalement spécialisés dans comment écrire un article de blog avec les bons titres, les bonnes images et bien sûr remettre les bons mots-clés au bon endroit. Ce blog-là, si aujourd'hui vous avez un site internet, il est nécessaire d'avoir un blog pour vraiment montrer que vous êtes des pros dans votre univers. C'est très, très, très important. Donc, plus tôt vous communiquerez, plus tôt vous serez référencé. Si on reprend un petit peu la différenciation entre la personne qui veut prendre son temps, ne pas trop parler de son idée pour se la faire piquer, eh bien elle verra tous ses concurrents passer à côté d'elle avec des yachts. Et puis, la personne qui, elle, prend le risque d'aller parler dès maintenant sur les réseaux, d'aller parler à son entourage, à des personnes qu'elle ne connaît pas de son produit et de son idée, alors elle aura déjà un temps d'avance gigantesque puisque d'une part, elle pourra choper du référencement sur les réseaux, sur un Google, et montrer qu'elle est experte avant même que les autres, alors que les autres sont encore dans leur bureau à faire de la R&D et à penser aux produits de demain. Et pendant ce temps-là, finalement, toutes les cibles que vous auriez pu avoir, bah, elles sont chez cette personne-là qui a communiqué avant vous, parce qu'elle est en train de créer une communauté. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant et important de le prendre en compte dès aujourd'hui, hein, sincèrement. La différence entre la visibilité et la notoriété, simplement un petit rappel également, c'est la visibilité s'appuie sur la quantité, alors que la notoriété s'appuie sur la qualité, liée plutôt à l'image de marque de votre entreprise. Voilà. Donc c'est vraiment la notoriété, forcément, ça sert la visibilité qui va drainer un volume de trafic spontané sur votre site. Là, je veux aller chez Feed, je ne vais pas taper barre énergisante, je vais taper Feed voilà, sur Internet. Parce que vraiment, la marque, je la connais, elle a une bonne notoriété et en plus, elle est très visible. Voilà, donc l'image de marque
C'est trois choses et 3 piliers très importants. C'est vraiment l'identité. Qu'est-ce qui fait que ma marque est différente? L'offre, donc le produit, le ou les services. Finalement, une marque, c'est pas forcément un produit, c'est pas forcément un service. Ça peut être également plusieurs produits et plusieurs services qui sont complémentaires les uns aux autres. Par exemple, nous, sur notre logiciel SaaS, on va pas faire qu'un logiciel, on va également faire une autre marketplace à côté pour que les 2 s'apportent du business, l'un et l'autre finalement, ou pas. Ça peut être également 2 produits qui sont indépendants. Donc pensez aussi à réfléchir à ce qui pourrait, manquer sur le marché en plus de la solution que vous êtes en train d'amener. D'accord? C'est pas forcément un produit qui va tout révolutionner. Ce sont peut-être 2 produits qui seront moins cher d'une part à acheter à l'unité et qui se vendront mieux indépendamment plutôt que d'avoir un gros mastodonte qui lui est une énorme machine et les personnes arrivent dessus et se disent mais waouh, et ça fait trop de choses en fait. Il vaudrait mieux avoir 2 produits un petit peu plus petits avec moins de fonctionnalités qu'un énorme produit qui est trop cher et trop compliqué à utiliser. Donc pensez aussi à cette stratégie-là de pourquoi pas saucissonner un projet en X produits, X services. Et puis, le dernier pilier, c'est bien sûr la communication. Comment vous allez communiquer auprès de votre audience? Le conseil numéro 7, je l'ai un peu retouché pour être honnête avec vous, dernièrement parce que, il me paraissait hyper important de vous parler des outils puisque c'est bien beau de communiquer, c'est bien de vendre, mais, comment derrière on gère une communauté? Comment on s'outille? Quel outil, je sais pas, pour faire des devis, pour faire des factures? Quel outil utiliser pour faire un site web? Et ben, tout le monde n'a pas cette notion-là et je trouvais important de vous le rappeler. Donc, aujourd'hui pour faire un site web, rien de plus simple. Il y a Wix, il y a des tas d'outils. Je vous en ai remis 3. Il y a Webflow, Odoo. Odoo qui est un ERP belge. Webflow, c'est vraiment un CMS qu'on va dire. Donc, on peut gérer du contenu. Par exemple, on peut gérer un blog avec Webflow. Et puis Notion. Notion, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. C'est à la fois un outil de gestion de projet, à la fois un outil de prise de notes, à la fois un outil qui fait beaucoup, beaucoup de choses. Et on peut faire un site web également avec Notion très simplement. Voilà, donc ça, ce sont des outils qui peuvent être gratuits dans une version soit d'essai, soit une version très simplifiée, on va dire. Soit si vous voulez aller plus loin, il peut y avoir également des fonctionnalités payantes. Également sur la partie communauté, la communauté, c'est ultra, ultra, ultra important. Aujourd'hui, nous, on a créé une communauté sur WhatsApp. Voilà, j'ai testé plusieurs outils et aujourd'hui, WhatsApp fait qu'il y a des milliards d'utilisateurs sur WhatsApp. Donc, qui n'a pas WhatsApp aujourd'hui, lève la main. J'espère qu'il n'y en aura pas beaucoup parmi vous. Mais voilà, WhatsApp, c'est un outil assez intéressant. Il y a également des groupes sur Facebook. Il y a Slack qu'on peut ouvrir à l'extérieur. Circle qui est un super bel outil pour gérer une communauté, des blogs, des webinaires. Et puis Luma. Luma également pour promouvoir tout ce qui va être événement. Par exemple, si vous voulez faire des webinaires le mois prochain, vous pouvez promouvoir ça sur votre plateforme de gestion de la communauté Luma. Voilà. Donc c'est assez intéressant d'avoir des bons outils. Et puis bien sûr, l'objectif ici, c'est d'avoir une communauté. Je vous ai montré plusieurs outils auparavant. La communauté, c'est intéressant, d'une part, pour avoir le ressenti sur votre MVP, sur votre produit qui va sortir. Alors, soit qui n'est pas encore sorti et qui va sortir, soit qui est sorti et qui est en phase de bêta test, par exemple. Nous, c'est notre cas. Et on a les retours de la communauté, des premiers utilisateurs. Alors, parfois, oui, c'est un peu trash et c'est un peu déstabilisant parce qu'on se dit, ah mince, mais ça, du coup, c'est pas apprécié. Mais tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Plus vous avez de retours négatifs et puis plus vous améliorerez le produit. Et puis après, il faut faire la balance, bien sûr, pour savoir est-ce que cette fonctionnalité-là, elle est remontée par 2 ou 3 personnes. Est-ce que c'est vraiment représentatif de tout le marché? Peut-être pas. Voilà, c'est à vous aussi de juger quelle fonctionnalité changer, modifier, adapter avant de mettre sur le marché. Ici, je vous ai également montré Front. Front, c'est une solution donc d'email qui est basée à San Francisco et ce sont des Français qui l'ont créé. Et eux, ils jouent par exemple sur leur culture d'entreprise pour recruter, pour montrer que Front, c'est un super outil. Donc, comme quoi, il n'y a pas que cette notion de storytelling, donc du fondateur, vraiment l'histoire du fondateur qui fonctionne. Il y a aussi les employés qui font que ça génère une communauté, ça génère une vision positive
et sur l'entreprise finalement. Il n'y a pas que le logiciel, il n'y a pas que le produit, il n'y a pas que le service que vous vendez. Bien sûr, ça c'est la finalité. Mais une communauté, ça va être également: ah bah tiens, c'est cool, je peux me faire un nouveau réseau. Par exemple, aujourd'hui, notre communauté, nous, elle est faite de beaucoup d'acheteurs. Et bah, les acheteurs parlent entre eux. Bah tiens, j'ai besoin d'un nouveau fournisseur. Ah bah tiens, je connais un tel parce qu'il est dans la communauté X. Voilà, donc ça, c'est intéressant également de mettre en relation des personnes. Vous verrez, en fait, c'est un réseau qui va grandir et qui va permettre à des gens de se rencontrer et forcément de parler de votre produit. Donc, c'est vraiment un cercle qui est amené plutôt à grandir qu'à rétrécir. Et ça, c'est vraiment assez, on va dire. Alors, d'une part, c'est gratuit, puisque les outils quasiment sont tous gratuits pour gérer une communauté. Ça prend un petit peu de temps, en effet, à gérer une communauté, mais par contre, derrière, c'est vraiment les personnes qui travaillent pour vous. Donc, c'est comme un peu comme une fourmilière. Il y a plein de fourmis qui travaillent pour la reine. Bah, là, c'est un peu la même chose. Vraiment, c'est assez puissant. Un autre outil enfin des autres outils pardon, qui sont intéressants, c'est l'outil de marketing. Par exemple, du marketing automation pour faire des flux automatiques. Par exemple, j'ai un formulaire sur mon site internet, une personne s'inscrit, alors j'attends un jour et je vais lui envoyer tel et tel et tel mail, ou alors je vais lui dire de s'inscrire à ma newsletter. Enfin bref, on peut vraiment imaginer pas mal de choses avec HubSpot, Mailchimp, il y en a d'autres bien sûr. Si vous souhaitez également mettre une prise de rendez-vous sur votre site internet, bah, il y a Calendly. Et puis également ici, des emails ultra personnalisés. Il y a l'Mlist qui vous permet d'envoyer des emails d'une part qui ne seront pas spammés. Ça, c'est très important aussi à prendre en compte. En sachant que les emails, ça a un impact quand même aujourd'hui qui n'est pas neutre sur l'environnement. Donc, pensez également à cette vision Green IT et surtout d'éviter les emails. Donc là, je ne fais pas de la promotion à l'email, mais c'est juste que si jamais c'est dans votre stratégie et que vous ne pouvez pas faire sans, l'Emlist est quand même une super solution pour envoyer des emails. Voilà, et puis ici, bien sûr, je n'aurais pas pu aller plus loin sans ChatGPT, puisqu'aujourd'hui, c'est un outil qui est sorti qui nous permet quand même de gagner un certain temps pour écrire, par exemple, des articles de blog, se poser les bonnes questions, demander comment il faut faire ci ou ça, et vraiment puiser de l'information pour gagner du temps. Simplement, il faut l'utiliser à bon escient. C'est ce que j'ai renoté ici. C'est comment laisser son concurrent au tapis au lancement d'un produit. Par exemple, ici, pour le webinaire, j'aurais pu lui poser ça. Il m'a proposé X solutions, mais il rappelle quand même que c'est un outil d'IA et qu'il n'a pas toutes les réponses et que attention à l'anti-éthique. Bref, utiliser à bon escient cet outil-là peut quand même faire gagner beaucoup de temps. Et dites-vous que tous les articles de blog, par exemple, qui sont écrits aujourd'hui, sont pour la plupart malheureusement écrits par une IA parce que derrière, il y a des robots Google qui vont analyser également ces articles de blog et qui vont regarder quel mot-clé est à quel endroit. Donc, c'est forcément plus simple pour un robot d'écrire à des robots. Voilà. Mais bien sûr, il faut toujours que ça soit lisible et intéressant pour la communauté et les personnes qui vont lire ces contenus. Voilà, pour le go-to-market comme l'appellent les Anglais, les Américains, le GTM. Aujourd'hui, donc, il faut sélectionner une cible précise et un marché précis. Très sincèrement, il ne faut pas aller à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Privilégier vraiment une cible et un marché précis et valider ce produit, ce concept petit à petit. Vraiment, que ce soit dans l'éducation ou autre, allez-y petit à petit plutôt que d'aller trop loin, trop vite et sans une cible précise. Voilà. Puisque cette cible-là peut vous permettre derrière de gagner d'autres cibles, d'agrandir votre communauté et de tester votre produit et de l'améliorer au fur et à mesure. Voilà. Ce que je peux vous dire, donc pour réussir, en tout cas, ce sont mes petits mantras, c'est de rester objectif, peu importe la situation, de parler, de parler et de parler, et de se lancer, puisque dans tous les cas, on n'a rien à perdre, et d'être résilient. Moi, concrètement, aujourd'hui, ça fait à peu près 3 ans que je suis sur le projet de logiciel. J'ai commencé par des maquettes, j'ai commencé par appeler un grand nombre d'acheteurs. Aujourd'hui, je suis peut-être à plus de 100 acheteurs que j'ai dû contacter, mais c'est pas grave. Je me suis dit que ça sortira un jour et je prends le temps de le faire. Peu importe si ça prend encore un an, tant pis, je le ferai. Je sais la valeur qu'on apporte au marché, à nos cibles. Et donc voilà, il faut vraiment être confiant et sûr de soi.
Voilà, donc là, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de répéter après moi ce petit, dicton. Donc, «Cher concurrent, je t'annonce en ce 11 avril que tu avais tort de te croire infaillible et intouchable. Et moi, par exemple Valérie, au hasard, je t'annonce te piquer la chose la plus importante à tes yeux, tes clients. Puisque bien sûr, ce qui fera que vous allez, finalement laisser la concurrence au tapis dès le lancement, ce sont les clients, cette communauté qui est très, très, très difficile à les dénicher. Oui, au hasard, Valérie. Voilà, donc c'est assez compliqué, notamment quand c'est une marque qui a une grosse communauté, comme Feed, Respire ou autre. Vraiment, aller déloger ces personnes-là, c'est pour ça que c'est très important de faire une communauté, puisque les déloger d'une communauté, c'est très, très, très compliqué. Voilà, et qui dit communauté, dit cible, dit client. Voilà, merci à vous. Il est 11h30. J'ai tenu le timing et j'espère que ça a été intéressant et audible. Merci à vous. Merci Germain. Et du coup, est-ce qu'il y a des questions avant de terminer notre webinaire? Profitez parce que Germain est là, il peut vous aider. Oui, sur mon projet, je peux en dire un petit peu plus. En fait, c'est un projet que je mène, durant tout mon temps, en dehors, en fait, de mon temps salarié. Et donc, c'est un logiciel de gestion des appels d'offres qu'on va lancer, en mode SaaS. Et donc là, on a lancé, justement pour vous faire un petit retour, d'expérience, on a lancé la bêta depuis une semaine et puis on a créé une petite communauté, qui va grandir. Aujourd'hui, on est une vingtaine ou une trentaine et puis, on met en bêta, donc c'est très fermé, seules les personnes inscrites peuvent y accéder et on attend les retours pour aller, alimenter notre roadmap et puis, améliorer finalement le produit avant de le mettre sur le marché, d'ici juin ou juillet. Appel d'offres tout de même, hein. C'est, je crée un appel d'offres, je le partage à des fournisseurs et ça me donne en fait finalement un podium des meilleurs fournisseurs en fonction de leurs réponses. Donc autant pour acheter une flotte de véhicules, acheter des logiciels, acheter, n'importe quoi. C'est en fonction du cahier des charges que vous ferez. D'ailleurs, ce projet-là vient parce que, enfin, émane d'une problématique que j'avais en étant consultant. Je devais faire des appels d'offres et je n'ai pas trouvé la solution sur le marché. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis lancé dedans. Ouais, alors nous, le truc gratuit qu'on propose à nos clients, ça va être en fait finalement une période d'essai de 7 jours, gratuit et on réfléchit, donc là encore une fois, d'où l'importance de la bêta. On réfléchit à mettre une offre freemium, donc illimitée, enfin, gratuite pardon et avec des fonctionnalités limitées. Par exemple, ce sera, un appel d'offres, vraiment, en temps réel et non pas X appels d'offres en illimité ou autre. Donc on va faire une offre free, je pense, pour acquérir, des nouvelles personnes qui seraient un peu frileuses de payer, des X euros par mois, alors qu'elles sont déjà bien chez un concurrent. Donc là, on va essayer d'acquérir des personnes, de chez le concurrent avec du free. Quand considères-tu que ton produit est prêt à être lancé? Alors moi je pense, vu que je suis un peu un maniaque, je pense qu'il faut pas se dire quand mon produit est prêt, c'est plutôt, quand, est-ce que moi je suis prêt? Nous par exemple, on n'a pas encore créé l'entreprise volontairement, on attend le dernier moment, pour ne pas dépenser d'argent, voilà, dans la création d'entreprise, dans les comptables ou autres. Mais je pense qu'il sera prêt quand les personnes de l'extérieur vous diront qu'il est prêt finalement. C'est cette communauté-là qui peut vous permettre d'aller plus loin et de vous dire, OK, là, on peut aller sur le marché, toujours sur une jambe hein, finalement, puisqu'on ne sera jamais sûr que le marché sera prêt et qu'on va vraiment laisser nos concurrents au tapis. Mais dites-vous que vous ne serez jamais prêt à 100%. C'est simplement ça. Après, après voilà, il faut y aller. C'est un peu comme pour parler de son idée, tant que vous n'irez pas, vous ne saurez pas si le marché est prêt en fait à vous entendre. Anthony Bourbon, par exemple, de Feed, a passé des jours et des mois et des années à concocter finalement des recettes sur un fichier Excel, hein, comme il le disait, avec des nutritionnistes avant de parler de la marque Feed. Et du coup, ça lui a permis de déposer des brevets avant même finalement d'avoir un produit sur le marché.
Ça, c'est une super stratégie quand on est sûr de nous et qu'on est sûr que ça va révolutionner le marché, où il y a des trucs trop sucrés, trop gras ou autre. Bien sûr, là, c'était vraiment une verticale très, très, très choisie, très bien choisie par Anthony. Et idem par Respire, par exemple. Voilà, ils savaient qu'il y avait des produits qui étaient très malsains pour la santé et pour les aisselles. Ils se sont sortis avec un truc très bon pour l'environnement, très bon pour les dessous de bras et ça fait un carton forcément, puisqu'on est tous sensibles à ces problématiques-là aujourd'hui. Oui, alors mon nom c'est Shitaro, Franck. Et notre projet c'est celui-ci. Donc voilà. Moi je pense qu'il faut y aller en fait, il faut arrêter d'avoir peur, il faut en parler. Déjà si vous êtes dans des incubateurs, c'est très bien puisque vous avez, de quoi parler, de quoi avoir des retours entre vous et ce qui est top dans un incubateur aussi, c'est d'avoir des retours de personnes qui sont pas dans notre univers. Et ça c'est vraiment c'est, je n'y croyais pas trop au début mais c'est vraiment une super grande force d'avoir des retours de personnes qui sont pas dans notre univers, d'autant plus quand on est dans du B2C, donc vraiment avec des consommateurs. Quand on est dans du B2B et qu'on a vraiment une cible très, très, très précise, c'est un peu plus compliqué d'avoir des retours de personnes novices, mais voilà, c'est important. Voilà, merci à vous, du coup. Et donc, vous retrouverez ce webinaire-là, c'est ça il est enregistré, hein, du coup, le replay. Oui, il est Ok, enregistré et tous les inscrits vont le recevoir de manière automatique dès que je clôture le webinaire. ok. Du coup, avant de vous quitter, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous ai mis notre questionnaire de satisfaction dans le chat. C'est vraiment important pour nous pour avoir votre retour et c'est important aussi pour Germain. Je vous mis dans le chat aussi le lien d'inscription au prochain webinaire le 26 avril sur la propriété intellectuelle. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est pour les incubés et aussi pour les experts de l'entrepreneuriat. Il y a une autre question, je vois maintenant. Est-ce qu'on peut contacter des investisseurs avant de créer sa startup? Oui, alors c'est une bonne question, Eric. Moi, j'ai fait le test, hein. J'ai fait le test. C'était il y a 1 an et demi où en fait, c'était un peu la furie sur les marchés VC, donc de venture. Et j'ai contacté des VC et des VC m'ont contacté alors que même que le produit n'était pas sorti, qu'on n'avait pas créé l'entreprise. Et j'ai fait à peu près une quinzaine de calls avec des VC donc parisiens et un à Londres. Et franchement, ça refroidit. D'une part parce que, en tout cas à cette époque-là, hein, je j'ai pas les données à jour de avril 2023, mais on était trop jeunes dans la maturité du projet, hein, finalement, pas nous fondateurs. On n'avait pas du coup on n'avait pas de personnes qui payaient d'abonnement pour notre produit, donc finalement on n'avait pas de retour d'expérience sur notre produit, sur notre pricing, sur notre valeur finalement. Et puis on n'était pas à 100% sur le projet. Donc concrètement, si tu n'es pas à 100% sur le projet aujourd'hui, bah, déjà, je pense qu'il faut oublier, puisque ils investissent d'une part en premier dans les fondateurs et non pas dans le projet. Et puis le projet, s'il tient la route, que tu as des métriques, on va dire, assez fortes, avec des personnes qui payent déjà, bah, c'est intéressant. Sinon, il faut vraiment avoir un pitch bien, bien huilé, montrer d'une part que tu es sur un marché qui peut être concurrentiel, c'est pas un souci, mais comment tu vas te démarquer, comment tu vas aller percer le marché d'ici 1, 2, 3 ans. Est-ce que tu restes en France? Qui est ta cible? Voilà, enfin, si c'est les enfants qui ont 3 ans, bah, tu vas passer par les parents pour aller voir les enfants. Enfin bref, comment tu comptes percer un marché qui est hyper concurrentiel? Donc, pour répondre, est-ce qu'on peut contacter des investisseurs avant? Moi, je pense que oui, parce que finalement, ces investisseurs-là, ce sont des personnes qui ont un réseau également assez énorme. Donc, par contre, bien les interpeller au début en leur disant attention, on n'est pas du tout prêt, on n'est pas encore sur le marché, mais est-ce qu'on peut faire un petit call pour avoir au moins un retour et nous dire bah tiens, on se recontactera dans un an. Nous, c'est ce qui s'est passé. C'est pas du temps de perdu, en tout cas pas pour moi, je trouve, parce qu'on a eu un retour sur le produit. On nous a dit bah tiens, oui, ok, j'ai déjà entendu parler de ça, mais il n'y avait pas de solution, donc parlez-en. Bah, ce que je peux te dire, c'est parle-en. Et puis, si tu as des retours négatifs, tant pis. Et puis, peut-être que tu auras un retour super positif.
Je prends l'exemple de Melanie Perkins de Canva. Elle a pitché à plus de 100 investisseurs avant de trouver son investisseur. Et les 100 investisseurs lui disaient que non, ils n'y voyaient aucune solution pérenne dans Canva, et enfin avant Canva du coup. Mais voilà, je pense qu'il faut en parler. Vraiment, c'est une belle démonstration de sa part. Alors, oui et non, en fait, je sais qu'il y a des fonds d'investissement comme, Anthony Bourbon dans l'ancien, comme le Blazy Club. Et en fait, toi, ton niveau, ça dépend en fait du niveau de maturité de ton produit. Si tu as déjà 3 ans et que tu es en train de faire 3 millions de chiffres d'affaires par an, là, ça va plutôt être des ventures en série A, série B. Par contre, si c'est vraiment du pré-seed, où là, c'est de l'investissement comme un peu comme du love money, on appelle ça, donc de tes proches. Donc là, le pré-seed, c'est intéressant d'aller voir donc le Blast Club, par exemple, de Anthony Bourbon, pour avoir leur retour. Et c'est plutôt ce genre de personnes-là, donc des business angels, qui vont t'accompagner plutôt que des ventures, en fait. Les ventures, ils vont plus aller dans la série A, série B, avec des visions à du x10, enfin en tout cas avec des revenus qui vont grossir de au moins x3 par an, quoi. x3 ou x10 par an. Donc c'est pas la même gabarit, quoi. Et oui, en effet, pour lever des fonds, il y a aussi d'autres choses comme la BPI, des fonds un peu plus d'une part franco-français, mais dans le sens où c'est pas forcément plus simple, mais on est mieux accompagné que dans un fonds d'investissement qui potentiellement, lui, va regarder que les chiffres à la fin. Donc, mais des bons business angels t'accompagneraient bien, ça c'est sûr et certain. Il faut juste les trouver. Et ça, c'est assez facile sur LinkedIn de les trouver. Après, de les convaincre, c'est plus compliqué. Et sinon, il y a le bootstrap, hein, ou alors tu pars 100% bootstrap et tu ne lèves 0 euros. Je vous ai parlé de Lemlist juste avant, parce que en fait, je suis beaucoup le fondateur également sur les réseaux, Guillaume Moubèche. C'est une boîte qui, en 3 ans et demi, est passée. Donc, ils avaient déposé 1000 euros en capital, vraiment 1000 euros. Donc, ils étaient 3 cofondateurs, 2 frères qui étaient dans la tech, donc développeurs, plus Guillaume qui était plus sur la partie marketing commerciale. Ils sont passés donc de 0 euros de chiffre d'affaires à 10 millions finalement de chiffre d'affaires en 3 ans et demi, et à une valo à 150 millions de dollars en 3 ans et demi. Donc, c'est assez impressionnant ce qu'on peut faire avec des outils qui se vendent, entre guillemets, hein, seuls sur le marché. Donc, c'est-à-dire que pendant qu'on dort en France, il y a un Américain qui peut l'acheter, ou un Chinois ou un Australien, par exemple. Voilà, forcément le business, ça a une plus grosse, est plus exponentielle qu'un business e-boutique. Enfin, boutique en France, voilà, c'est beaucoup plus compliqué à voir Mais bon, c'est pas pour ça que ce sera plus rentable, hein. Attention d'avoir aussi des gros chiffres, c'est pas pour ça qu'on est plus rentable, puisque derrière, s'il faut avoir 15 développeurs ou 30 développeurs, forcément, ça coûte très cher. Donc tout ce que je dis là, c'est bien sûr à relativiser également et à remettre en fonction de l'état de l'entreprise. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, j'avais vu qu'il y avait 2 autres questions dans l'onglet questions, mais elles ont été posées dans le chat. Du coup, il n'y a plus de questions. Merci encore, Germain. Merci. Super Merci à vous. présentation. Merci.